je vous propose qu'on démarre, puisqu'on a une petite heure pour débattre aujourd'hui. Donc, bienvenue au sein du groupe de réflexion sur l'enseignement numérique. Aujourd'hui, on va donc travailler sur les business models. Et donc, on va essayer de voir ensemble un petit peu, de partager en fait finalement une synthèse documentaire qui a été établie. À partir de là, de voir un petit peu quels sont quelques éléments de débat. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir discuter et débattre avec vous sur ce sujet de comment finalement monétiser, comment créer de la valeur avec ces enseignements numériques. Alors là, je n'ai pas la main sur le diapo. Voilà, donc quel business model, merci Jamil, sauf que je n'ai toujours pas la main sur la diapo, donc il va falloir que tu me passes les diapos. Voilà, donc en fait, on a un moment un peu particulier actuellement, évidemment, avec ces règles de confinement, cette crise Covid, et donc on a un certain nombre d'auteurs qui parlent de basculement, qui parlent de grands basculements, tout un tas de choses qui ont été préparées sont en train actuellement de basculer au niveau de l'enseignement numérique. Et donc, évidemment, il est fort intéressant de débattre, de discuter, de réfléchir sur ces moments de bascule, de tirer tous les enseignements de cette période inédite pour bâtir le numérique éducatif de demain. Ça, c'est la feuille de route du ministre Blanquer. Et des choses plus triviales que pose, par exemple, un professeur. Mes 36 élèves jouent-ils à Tetris quand je parle de Kant? Allez savoir. Qui est une réflexion là qu'on vient de voir dans un article de Télérama très, très bien fait. Alors donc pour la façon dont nous allons travailler là pendant une demi-heure, donc je vais passer rapidement la parole à notre président, Jamil Chafai, qui va nous parler de notre association. Ensuite, donc, une introduction au débat qui sera assurée par Sabine Bonk. Et puis, je reprendrai la parole pour passer très, très rapidement sur cet état de littérature qu'on a constitué. Et nous finirons sur les questions et enjeux qui ouvriront donc à cette discussion, débat, échange d'expériences vraiment. On sera intéressé d'avoir vos réactions sur cette réflexion parce qu'il nous semble à tous très important effectivement de réfléchir ensemble sur ce qui est en train de se nouer et de se jouer dans cette période très spéciale. Donc, Jamie, je te passe la parole pour nous parler de graines. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais me mettre un petit peu bonjour à toutes et à tous, mais je vais très vite repasser au diapo, puisque vous n'êtes pas venus là pour nous voir, et vous n'êtes pas venus là non plus pour entendre parler de graines pendant très longtemps. Alors, soyons brefs. Qui nous sommes? Un groupe qui réfléchit de façon informelle depuis 3 ans. 3 ans, oui, une dizaine de personnes, et qui réfléchit à l'enseignement et le numérique. C'est pas l'enseignement numérique, c'est notre centre d'intérêt, c'est l'enseignement, la qualité de l'enseignement, c'est la capacité d'un enseignement à visée professionnalisante, à créer, à susciter, à développer des compétences opérationnelles chez les formés. C'est ça qui nous intéresse. Pour nous, le numérique, c'est un outil magnifique qui nous a semblé à tous, par nos expériences diverses et variées, très sous-utilisé, très mal employé. Et donc, avec cette occasion du Covid, on a lancé un questionnaire, on a une opération de questionnaire qui se poursuit pour faire un état des lieux de ce qui se passe, pas seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan pédagogique, sur est-ce qu'on est capable d'intégrer les nouveaux outils et de les utiliser à bon escient. C'est ça, notre positionnement, c'est celui de poser les problèmes avant de chercher des solutions. Alors, ce think tank informel s'est transformé en association en période Covid, une période assez défavorable pour créer une association. Enfin, voilà, on l'a fait. Et nous sommes impatients maintenant de passer à l'action. Alors, on a mis sur pied toute une organisation où on va vous proposer régulièrement, proposer une petite communauté. Pour l'instant, nous sommes assez peu, mais ça va grossir assez vite. Et cette communauté proposait des webinars pour réfléchir à tout un tas de sujets autour de l'enseignement numérique.
Alors, nous sommes en position neutre, c'est-à-dire que dans le noyau dur de l'association et dans l'association future qui va se déployer, nous accueillons tous les acteurs de l'écosystème enseignement numérique, et donc les étudiants, les enseignants, fournisseurs d'outils, responsables pédagogiques, administrateurs. Parmi nos membres actuellement, il y a un peu des représentants d'un peu toutes ces catégories, aussi bien des responsables de formation, des certificateurs, des enseignants, d'enseignants à plein titre, comme Jean-Lin, par exemple, qui est enseignant-chercheur, mais aussi beaucoup d'enseignants vacataires dans le supérieur. Voilà. Et notre ambition, donc, c'est de proposer, d'être une force de proposition et de participer à des projets qui vont permettre d'aller vers une utilisation du numérique de façon efficiente, de façon maximale, de façon. Il nous semble qu'il y a beaucoup de volets du numérique qui sont ignorés, comme la personnalisation des profils, l'adaptation de l'enseignement au profil des apprenants, ce qu'on ne fait absolument pas, on est encore dans la massification et d'autres possibilités. Donc je vais laisser Sabine et Jean-Lin dérouler, et puis on se retrouvera pour le débat d'ici une petite demi-heure maximum. Bien, bonsoir à tous. Donc je vais faire, alors du coup Jamil, si tu peux me laisser, ah ça y est, j'ai la main sur la présentation. Je vais vous faire une introduction assez brève, puis laisser la main à Jean-Lin qui détaillera un peu plus ces aspects de business model. Mais ça n'a échappé à personne, la transformation numérique est là, elle a changé nos usages dans nos activités quotidiennes, y compris dans l'enseignement supérieur, dans la formation professionnelle et continue. Mais on peut se poser des questions effectivement sur l'environnement de travail numérique du futur, celui qui est déjà là aujourd'hui avec cet invité inattendu, le coronavirus, qui nous a fait basculer à marche forcée, on peut le dire, sur cet enseignement à distance. Cet environnement du travail numérique dans l'actuel, on peut très bien constater qu'il n'est peut-être pas si satisfaisant pour les enjeux et contraintes réelles des acteurs. Et est-ce qu'on se met en ordre de marche pour qu'il soit satisfaisant dans le futur? Il y a des questions, on les abordera lors du débat. Il y a des environnements réglementaires qui sont en cours de modification, des modifications plutôt heureuses sur le questionnement sur les données personnelles et confidentielles. On a d'autres questionnements sur les certifications de qualité. Puis de nouveaux acteurs apparaissent. Effectivement, on a vu les banques en ligne transformer radicalement le paysage des banques. Les universités en ligne existent, apparaissent. Et ces universités peuvent être très bien des universités classiques qui proposent une offre en ligne, et puis de tout nouveaux acteurs qui ont d'autres intérêts. Donc d'ailleurs, qui sont ces parties prenantes? Je vais vous faire une petite présentation via un mind map que je vais passer en hélicoptère pour vous dire qu'il y a une pléthore d'acteurs, mais ça vaut peut-être la peine de les introduire à vitesse grand V, et parler aussi des attentes et des besoins fonctionnels que toutes ces solutions qui sont aujourd'hui dans le paysage sont censées supporter. Est-ce qu'elles les supportent bien? On a une cartographie assez complexe, des typologies d'outils et d'offreurs variés. Donc, je vais basculer sur mon écran pour vous partager. Sabine, excuse-moi, je t'interromps juste une seconde pour donner une information qu'on a omise. Vous avez à votre disposition, vous allez avoir à votre disposition la présentation complète, hein, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez. Voilà. D'accord. Donc là, je vous présente quelque chose qui ne peut pas se voir sur un seul slide et ce qui montre un peu la complexité. C'est l'écosystème des acteurs de ce que j'appelle l'environnement de travail numérique, formation professionnelle, enseignement supérieur, toute formation à distance. Bien sûr, il y a les étudiants qui ont différentes typologies, les professeurs eux-mêmes qui ont différentes typologies. Derrière, vous avez les offreurs de formation au sens contenu. Donc, vous avez bien sûr les universités, les écoles, instituts privés, publics, mais vous avez aussi tous les organismes de formation dans le cadre de la formation professionnelle. Vous avez les centres de formation en alternance, la validation des acquis de l'expérience, aussi bien des personnes qui présentent des méthodes et outils pour lesquels après il y a des certifications et du coup des organismes accrédités et certifiés, puis des organismes accréditateurs, donc on en a pas mal. Les offreurs eux-mêmes de produits ou services pour supporter l'enseignement à distance, donc l'environnement de travail
travail numérique, des éditeurs de logiciels, des sociétés de services, des plateformes très complètes, puisque dans les logiciels, on peut avoir des choses qui ne traitent qu'une partie. Puis avec ça, vous avez aussi une nouvelle approche dans l'enseignement à distance. On peut plus faire la formation, on peut plus la dérouler de la même manière. Donc, il y a des web agencies ou des agences de communication qui proposent de l'aide pour faire des vidéos, des tutoriels et puis d'autres aspects. Vous avez bien sûr tout ce qui est ressources humaines en entreprise avec la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des vraies questions sur les rôles, l'évolution et comment en fait on est toujours en adéquation avec l'innovation et le futur de l'entreprise. Vous avez les financeurs, les différents financeurs qui existent aujourd'hui, acteurs publics ou acteurs variés, réseaux professionnels qui peuvent être concernés également, et puis des attentes différentes, attentes des étudiants qui sont à différents niveaux. Donc, je ne vais pas toutes les passer en revue parce que ce serait fastidieux. Vous avez des attentes de professeurs où il n'y a pas que la rémunération qui rentre en ligne de compte, les attentes des RH entreprises qui sont plus adéquation, compétences, besoins, emploi, les attentes des offreurs de formation qui sont plus des sociétés classiques cherchant la rentabilité également, les attentes des acteurs publics qui politique emploi, politique innovation, économie, puis à côté de tout ça, des besoins classiques et des besoins nouveaux en termes de couverture fonctionnelle. Donc, les outils, les solutions qu'on propose, elles vont devoir répondre à des besoins qui n'ont pas changé, toujours pouvoir répondre à des processus d'évaluation, des résultats de formation, des formateurs, des formations, les acquis des étudiants, peut-être des processus de certification. Le constitution du contenu pédagogique, c'est toujours un problème, mais avec d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, des réalités virtuelles, de la simulation, ce qu'a évoqué Djemil rapidement, des créations de parcours pédagogiques personnalisés, et la création de contenu aujourd'hui est modifiée justement du fait de cet enseignement à distance qui ne déroule plus les choses de la même façon. Mais on a toujours ces aspects de suivi pédagogique pour enregistrer les projets, les progrès, et il faut des espaces sécurisés pour les étudiants, il y a les problématiques d'inscription et d'administration, partager les bonnes pratiques, il faut pouvoir animer aussi, parce que la formation à distance, ce ne sont pas des choses purement mortes, il faut de l'interaction, donc tous des supports pour cette interaction. Il faut aussi pouvoir rechercher des formations, des emplois, des stages liés à cela. Au sein des entreprises, la gestion des compétences va vouloir aller plus loin, pouvoir faire un mapping entre profil de compétences, emploi ouvert ou évolution. Donc, plusieurs choses, les recherches d'expertise, puis des recherches de contenu plus bibliographique. Et avec ça, est-ce qu'on a une offre qui répond à tout ? L'offre est très variée elle-même. Encore une fois, c'est un peu complexe de le présenter très rapidement en une minute et c'est pour ça que je laisserai dérouler plus dans le détail Jean-Lin par rapport aux différents business models. Mais vous avez des solutions de digital learning qui adressent un peu plus les entreprises, le corporate. Et là, je vais partir sur les trigrammes, les acronymes où il y a des modules HCM, d'ERP, des Learning Management Systems, des add-ons à des Content Management Systems. Enfin bon, vous avez différentes choses. Et vous avez aussi des logiciels spécialisés enseignement supérieur, des ERP verticaux éducation. Après ça, vous avez des sociétés de services qui se positionnent pour une offre d'installation, de maintenance, de support, de formation aux outils de formation. Et puis toutes les plateformes MOOC dont on va un petit peu plus parler ici et qui elles-mêmes sont très variées et ça fait effectivement une pléthore d'offres, une pléthore d'acteurs qui ne présentent pas forcément les mêmes perspectives et qui ne répondent pas forcément aux mêmes enjeux et aux mêmes besoins. Si nous revenons dès lors sur la présentation, on a un petit slide après c'est WiseMap qui un extrait en pot pourri qui donne quelques noms d'acteurs et je ne vais pas tous les présenter, mais vous avez SAP SuccessFactors si vous pensez à la formation interne en entreprise. Maintenant, vous avez l'association Cocktail qui est plus une approche open source pour l'enseignement supérieur, les universités, pour répondre à des systèmes d'information d'université. Vous avez des plugins WordPress, vous avez les nouvelles universités qui lancent le Code Academy, par exemple. Vous avez Coursera, vous avez Open Classroom, vous avez Fun qui repose sur OpenEdX qui est un outil de edX et vous avez Moodle qui est beaucoup utilisé. Donc,
par rapport à tout ça, par rapport à tous les trigrammes, on a besoin un peu de décrypter l'offre et de voir où on en est et où on va. Ce que je vais laisser, c'est là où je vais laisser la parole à Jeanlin pour exposer son travail, le travail de graines. Merci. Donc, je vais faire une petite manipulation parce qu'il faudrait quand même que je reprenne la main pour pouvoir défiler les diapos. Donc, je vais essayer de réinstaller le diapositive à partir de mon ordinateur. Et voir si on peut réinstaller. Voilà, du coup, j'ai la main. Très bien. Donc là, effectivement, on a posé un peu le décor. Donc, on voit effectivement à la fois une diversité d'acteurs qui constituent le paysage de la formation. Et on va voir comment ce paysage va être évidemment percuté de plein fouet par cette rapide mutation technologique. On voit également en quoi les outils, les fonctions rendues, quelles sont les fonctions qui vont être permises par ces nouveaux outils, mais éventuellement quelles sont les fonctions qui peuvent disparaître. Et donc tout ça avec toujours une logique un peu de gagnant-perdant, comme dans chaque mutation. Alors qu'est-ce qu'on va faire là on va simplement essayer de partager un état de littérature, une synthèse de la littérature qu'on avait réalisé en commun au printemps dernier, avant la première crise Covid. Dans le cadre du groupe de réflexion, on voulait avoir un petit peu une vision sur tout ce qui était sorti d'intéressant sur cette problématique des modèles économiques, des business models, comment on crée de la valeur ou on ne crée pas de valeur d'ailleurs, ça va être la question, sur ces nouveaux outils de l'enseignement numérique. Et comment on la partage. Et comment on la partage. Oui, tout à fait. Là, ça va être effectivement la clé, évidemment, de voir un peu cette notion de gagnant-perdant. Donc, on va passer très rapidement. Alors, la façon dont on va travailler, on a un diaporama assez lourd parce qu'on voulait vous le donner. On voulait partager cette synthèse qu'on a réalisée ensemble. Donc, il est clair qu'en 15 minutes, je vais juste survoler quelques points. Donc, j'ai marqué quelques diapositives sur lesquelles je vais m'arrêter. Donc, j'espère que ça sera suffisamment frustrant pour vous, de sorte que vous ayez envie ensuite d'aller récupérer le document et puis de le regarder plus tranquillement. Alors, donc, les définitions, on va passer rapidement. On va se poser la question des coûts de développement, qui évidemment sont colossaux. Aller ensuite sur des typologies, comment on crée de la valeur et comment on peut créer de l'argent, pour dire très, très simplement, avec l'enseignement numérique aujourd'hui. Comment ça se stabilise autour de quelques recettes. On va illustrer ça avec quelques cas et pour aboutir à des questions pour introduire le débat. Allez, on y va donc un peu rapidement. Donc là, l'idée, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au MOOC plutôt qu'à l'enseignement numérique en général? Le point, c'est que on pense que le MOOC est un peu je veux dire, la version paroxystique, c'est-à-dire qu'on a ici peut-être l'élément le plus rupteur, le plus avancé, le plus prometteur éventuellement en termes capitalistiques, et qu'il me semble que c'est en étudiant cette forme-là qu'on va comprendre ce qui va se passer ensuite progressivement sur des modèles, on va dire, un peu moins pointus. Donc, on a une sorte de double rupture initiale qui inaugure les MOOC, et donc on a effectivement cette notion de très grande massification, c'est-à-dire un changement radical d'échelle, puisqu'on passe des classes autour de 30 à des petits publics, et puis là, d'un seul coup, on passe à des publics qui sont à la fois mondialisés et qui peuvent atteindre des 10 000 ou des 20 000, potentiellement. On va voir que la réalité n'est pas toujours au rendez-vous, mais enfin, potentiellement, c'est la promesse du MOOC, donc cette notion de massification, et puis cette notion open qui va dans l'esprit finalement initial d'Internet, c'est-à-dire que tout le monde a accès à ces ressources en ligne, et au départ on a cette prétention, cette idée que cette notion d'ouverture est synonyme de gratuité. Alors, je passe un peu sur les définitions. Donc, dire quand même que tout le monde s'accorde pour dire que c'est une rupture relativement majeure et qui, vous voyez, remet en question l'avenir de l'enseignement. C'est pour ça qu'il nous interpelle. On s'est relevé ailleurs, élimine, en apparence ou technologiquement, élimine les obstacles liés au coût et au nombre limité d'inscriptions traditionnelles sur les enseignements, offrant ainsi un modèle intrigant pour échelonner l'enseignement supérieur.
Donc on voit bien qu'on est dans une logique à la fois de révolution assez radicale qui peut évidemment faire fantasmer en offrant des perspectives, mais également des grands enjeux. Alors, on peut tout de suite parler aussi des différenciations dans les définitions, en parlant de MOOC d'un côté. Dès qu'on commence à parler de la logique d'entreprise et des besoins de l'entreprise, on a imaginé une nouvelle terminologie, les SPOC, pour dire cette fois-ci, non, c'est plus complètement open, puisque c'est private open courses, et on va retrouver des effectifs un peu plus petits. Donc, on va ensuite adapter finalement ce premier modèle à des spécificités plus de besoins d'entreprise. On peut parler aussi des COCS, et également qui va travailler plutôt sur des logiques vraiment internes à une entreprise, notamment donc corporate. Voilà, donc on a des déclinaisons dans les définitions, je vous laisserai regarder ça. Est-ce qu'on est vraiment à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce que c'est une MOOC-mania, est-ce que c'est un effet vraiment pure mode de quelques technologues, ou bien est-ce qu'on a une révolution numérique de l'enseignement? Alors là, on va voir que les avis sont assez partagés dans la littérature, parce que d'un côté, on voit bien que ça n'est rien d'autre qu'un assemblage technique d'éléments techniques préexistants qu'on connaît tous, des vidéos en ligne, des tests rapides, des forums, des chats, mais effectivement de façon extrêmement astucieuse, qui permet de créer une vraie différenciation, une vraie valeur dans la tenue des cours, et qui du coup est largement valorisée dans un certain nombre d'écoles, généralement d'ailleurs des écoles très prestigieuses, souvent des écoles privées. Donc de ce fait, on crée quand même une vraie révolution dans l'enseignement. On ne peut pas aujourd'hui ne pas s'interroger, s'inquiéter par rapport à ces options et ces opportunités ou ces risques. Toujours donc ici dans ce phénomène MOOC, d'autres avis qui disent qu'en fait le vrai enjeu des MOOC, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir une modification du rapport entre les acteurs prenant part à la transmission du savoir. Dans l'introduction Sabine, on a eu un passage en revue de tous ces acteurs. Il est clair que les positions ont bougé entre ces acteurs avec cette innovation technologique, et encore pendant un moment avant que ça ne se restabilise. On a également quelque chose de très important sur lequel je reviendrai, c'est cette espèce de tierce acteur qu'on appelle la plateforme, et qui est donc un peu le rouleau compresseur qu'on a vu déjà à l'œuvre dans tout un tas de secteurs d'activité, comment le détour par la plateforme, finalement, certains auteurs l'assimilent au retour par le bureau des méthodes, c'est-à-dire le formatage obligé par les plateformes dominantes qui viennent finalement imposer et contraindre la matière d'enseignement. Alors, je continue à défiler des choses que vous verrez. Alors, j'espère que je crée beaucoup de frustration. Alors maintenant, intéressons-nous au coût. On a essayé de chercher un petit peu les éléments de coût qu'on pouvait trouver. Alors, il y a quand même quelques éléments qui sont dévoilés, soit par des recherches, soit par même parfois des acteurs. Donc déjà, comment est-ce qu'on crée un MOOC? On a un certain nombre d'étapes en termes de gestion de projet qui sont assez bien détaillées. On le retrouve dans plusieurs domaines. Là, vous voyez également sous des formes heuristiques. Et donc, ici, vous voyez qu'on a alors, un camembert. Je ne sais pas si vous voyez vraiment beaucoup, mais là ce qui est intéressant dans cette diapo, c'est vous voyez que en bleu, on a le travail des enseignants. Et donc, on s'aperçoit que dans le travail des MOOC, la répartition du temps, donc là, c'est des temps qui sont calculés en heures, on voit que la part enseignante, là, qu'on retrouve à plusieurs étapes du camembert, donc du développement du cours en ligne, se réduit pour laisser beaucoup de place sur des enjeux technologiques, évidemment, mais également sur des enjeux marketing, de mise en avant de ces solutions. Donc, quelque part, l'enseignant est complété, si on veut le dire positivement, ou dépossédé, si on veut le dire de façon plus taylorienne, de ces savoir-faire, de ces outils. Donc ici, vous avez des éléments sur le coût d'une formation ou sur le coût d'une heure de formation, avec évidemment des niveaux
assez élémentaires, niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc je vous laisserai découvrir, mais on voit que on a quand même des montants, quand on arrive à chiffrer tout ça, qui sont loin d'être anodins pour le développement de cette formation. Ici, vous avez un autre papier qui a regardé, qui a essayé de faire des moyennes entre différents développements de formation, hein, et qui arrive avec des durées moyennes de formation qui durerait 43 heures et des montants d'environ 6 000 dollars pour une heure, hein, de support en ligne. 6 000 dollars pour une heure de support en ligne. Bon, évidemment, sur les développements les plus à la pointe de ce qu'on peut trouver aujourd'hui en matière. Donc là, finalement, ça coûte très cher. Donc ça coûte très cher quand on arrive à le chiffrer au niveau d'une institution. Ça coûte très cher et ceux qui se sont un peu lancés, ne serait-ce que qui ont recherché des outils adaptés pour cette crise Covid, qui ont essayé intelligemment de mettre un peu de questionnaires en ligne, un peu de vidéos, de liens, etc., pour dynamiser leur formation classique, savent très bien qu'il s'agit en fait de reprendre fondamentalement l'ensemble des supports de cours et que ça prend énormément de temps. Hein, donc derrière ce coût-là, est-ce qu'on peut penser l'amortir et dans cette période assez expérimentale, qu'est-ce qu'on voit apparaître comme business model? Alors, la question des MOOC et de la rentabilité, donc il y a tout un tas d'auteurs, je vous laisserai lire, mais qui disent les MOOC demeurent très peu rentables. Hein, il y a plusieurs raisons à ça, c'est que à part sur des domaines, je dirais, très transverse. On parlait tout à l'heure de la gestion de projet dans les domaines de la gestion, qui touche à peu près tous les domaines. C'est quand même assez compliqué de transposer des formations, encore plus, comme l'a souligné Sabine, dans le domaine professionnel. Donc, on a un problème d'amortissement de ces investissements. Et donc, on a un deuxième problème, c'est que seuls les MOOC rentables, c'est-à-dire ceux qui sont les plus attractifs, vont rafler une grande part dedans. Donc il faut aussi, c'est un domaine concurrentiel, et c'est un domaine concurrentiel dans lequel des cours qui sont extrêmement bien faits, extrêmement puissants par on va les appeler maintenant des gourous ou des stars, hein, du système, peuvent évidemment assécher une grande part de la création en matière de développement de cours. On a donc encore des controverses. Hein. On a également des papiers, hein, qui essayent de montrer justement que chaque acteur n'est pas forcément dans une première phase gagnant sur ces éléments de financement. Qu'est-ce que peut espérer l'État, les établissements d'enseignement supérieur, les entreprises, etc., les enseignants, les étudiants, hein, qu'est-ce que tout ça va apporter à chaque type d'acteur? Alors, il y a quelque chose qui est quand même aussi très particulier, hein, c'est cette façon de développement quasiment d'un nouveau business, hein, où on voit que des très gros acteurs, des MOOC, dans un premier temps, ont financé, et pendant de longues années, ont financé à perte. Hein. On a beaucoup d'éléments, hein, dans la littérature qui montrent que le modèle, dans un premier temps, qui peut durer quelques années, c'est que tu prends des parts de marché d'abord, tu discutes après. Et peut-être que le basculement qu'on est en train de vivre avec la crise Covid montre finalement la pertinence de cette approche où on est capable de perdre de l'argent pour expérimenter pendant un certain nombre d'années, pour peut-être rentabiliser son investissement ensuite sur de plus grandes périodes. Puisque, évidemment, on va le voir, hein, les solutions qui étaient déjà les plus développées, qui étaient déjà prépositionnées, sont celles qui vont être saisies par tous les acteurs actuellement dans cette configuration de crise. Alors ici, donc, je vais passer un peu plus vite. On a repris tous les, la passage en revue de l'État. Donc on voit que l'État est un acteur qui potentiellement a vraiment les moyens de créer quelque chose de relativement puissant et qui évidemment a un enjeu, hein, évidemment de maîtrise de l'ensemble de ces plateformes et de ces outils. Il y a évidemment de l'autre côté un vrai risque de privatisation de l'éducation. Hein. On voit certains investir dans l'éducation avec des idées, là, l'exemple des Koch brothers, hein, avec
des milliardaires qui ont fait fortune dans le pétrole et qui investissent dans des milliards et dans les écoles et dans les contenus, avec cette idée qu'ils veulent supprimer des cours la thèse du réchauffement climatique. Évidemment, on voit que bon, c'est un cas un peu extrême, mais qu'on comprend tout de suite. Alors donc, ensuite, la question fondamentale, quel modèle économique, avec tout de suite en incise le fait qu'on a une espèce d'antithèse, hein, puisque pour créer de la valeur, pour créer de l'argent, il faut de la rareté, alors que le principe même de la définition originelle du MOOC est celle de l'ouverture et de la gratuité, comme on l'a expliqué. Donc, pour bien monétiser, il ne faut pas être ouvert, et donc on voit forcément que les business models qui se mettent en place vont essayer de verrouiller un ou plusieurs aspects du système pour en tirer des revenus. Alors ici, dans un article qui est sorti très très récemment, qui vient de sortir, hein, on a ici la proposition d'une liste des principaux éléments économiques et cette idée, hein, si vous lisez en haut, que les MOOC se sont beaucoup inspirés de l'univers des jeux en ligne, des jeux gratuits qui ensuite ont un certain nombre d'options payantes, d'un certain nombre d'habitudes créées avec la communauté d'utilisateurs avant d'en tirer des revenus, etc. Et donc, lui va nous lister 6 propositions de modèles économiques. La certification en ligne. Donc là, on reste sur un modèle traditionnel, mais avec toutes les difficultés, c'est-à-dire la délivrance d'un certificat ou diplôme. Le diplôme est reconnu par l'État, il est assis sur des règles, des institutions, beaucoup de contrôles. Ici, donc, comment est-ce qu'on peut faire au niveau des certificats? On va voir la difficulté. On a la vente de bases de données, c'est-à-dire tous les gens qui sont inscrits, ben, c'est des bases de données. On sait que les bases de données, ça se vend sur Internet. On peut rendre des parties de cours partiellement payants, avoir des parties des cours qui, pour l'attractivité, et puis d'autres modules qui sont plus stratégiques, qui deviennent payants. On a la mise en place des systèmes d'aide ou d'appui, hein, une fois qu'on a par exemple des certificats à passer, des tests à passer, et bien, pour pouvoir les réussir, c'est un peu le principe des prépas, hein, on a des tutorats qui arrivent en place et qui eux sont payants. C'est un peu comme si vous rajoutiez de l'argent dans vos vidéos pour obtenir une arme spéciale qui vous permet de combattre le dragon. L'utilisation des plateformes de formation pour évaluer les étudiants, donc ça c'est quelque chose qui est venu très très tôt, hein, cette idée que finalement un étudiant qui se forme, c'est aussi un étudiant qu'on sélectionne. Donc c'est vrai à l'université, hein, on passe son temps à vérifier l'acquis des connaissances, mais en même temps on note. Et donc évidemment, ceux qui arrivent à passer les étapes sont ceux qui également sont des gens qui, quelque part, sont classés. Et donc évidemment, ça intéresse beaucoup les recruteurs, hein, notamment dans les meilleures écoles. Hein, et donc on a tout un business des talents. Le sponsoring, très classique, hein, qui a aussi sa raison d'être sur le monde de l'éducation. Alors, les certificats payants, donc là, vous avez un exemple de certificat, vous regarderez ça. Alors, les problèmes de certification, c'est exactement les mêmes que ceux qu'on a à l'université. C'est est-ce que notre diplôme n'est pas un faux? Est-ce que notre diplôme, on peut le garantir? Et on voit bien que le passage au numérique pose des problèmes. Donc là, on a un petit peu tout ce qui est mis par rapport à ces questions de certification. Alors, il y a évidemment des solutions d'hybridation qui permettent de quand même vérifier un peu dans l'ancien monde physique si on a bien les bons étudiants en face de nous, etc. Voilà, les contrôles biométriques, hein, vous voyez, ça peut aller assez loin si on veut vraiment jouer la question de la certification valable. Alors, la question des modèles publics, hein, le développement de l'enseignement numérique des mots par le public, il y a une principale question, c'est le temps masqué. Comme on l'a vu, c'est énormément de temps. L'appropriation des technologies par des enseignants qui ne sont pas forcément des technologues font qu'on a observé finalement l'émergence de vrais entrepreneurs, c'est-à-dire de profs qui ont passé un temps phénoménal, jour et nuit, hein, qui ont été en avance dans l'appropriation de ces technologies. Mais donc, pour valoriser ça, eh bien, le modèle principal qui a été trouvé, c'est un modèle on va appeler ça de site expert.
c'est un petit peu cette logique-là qui s'est mise en place. Et donc là, je vais mettre quelques exemples. Un dont on parle très souvent, qui est justement un MOOC de gestion de projet, qui a été construit très très tôt à l'école centrale de Lille et qui a été construit par en gros un entrepreneur, quoi. Voilà. Une personne. Je vois que c'était pas difficile. Bravo, excellent. On a un micro qui est activé, je ne sais Oui. pas si on peut le désactiver. Voilà. Et donc, vous voyez que là, on a cet enseignant hein, qui fait un peu son autopromotion avec des statistiques sur son site, etc. Donc, vraiment, les logiques de site expert. Alors, mes collègues m'ont aussi signalé, et effectivement, j'ai été voir ça, les sites experts un peu plus à l'américaine. Donc là, au CNAM, hein, on a une enseignante qui a sur son nom, donc vraiment la logique de site expert, associé tout un tas de possibilités de valorisation avec de la publication classique, avec sans doute des séminaires d'animation de séminaires rémunérés, peut-être du consulting. Donc on voit un petit peu cette logique qui est tout à fait spécifique à ce développement. Donc des développements où Pour des MOOC de qualité. Hein. Oui, tout à fait. Oui. C'est généralement c'est des gens qui sont complètement passionnés, qui vont très très loin hein, dans l'adaptation des cours, qui sont très en avance et qui, en fait, pour en créer de la valeur, eh bien, vont commencer à créer ces fameux sites personnels. C'est un peu comme les blogueurs, hein, si on y pense. C'est un petit peu la logique des blogueurs. Voilà. Alors, donc on a aussi un modèle qu'on doit citer, c'est le modèle basé sur les produits dérivés. Hein, on peut effectivement des vidéos en plus, les livres, etc., hein, qui ne sont pas forcément uniquement liés à des sites experts, mais qui peuvent aussi être liés à des sites institutionnels qu'on retrouve. Donc c'est une petite source également de revenus. Alors il y a également donc cette promesse qui est quand même toujours comment dire, en perspective, hein, c'est-à-dire la massification et la mécanisation. C'est la promesse qu'on a dans tous les secteurs de l'Internet, à savoir comment vendre beaucoup moins cher, mais à un public très très large. Donc là, vous voyez, c'est intéressant là, ce petit extrait parce qu'on nous explique que le contexte des États-Unis, où on a eu une inflation des frais universitaires à 1120% en 35 ans, eh bien, à côté de ça, si vous avez une certification de MOOC qui va être payante entre 30 et 100 $, eh bien, ça finit par apparaître comme rentable parce que elles sont, pour certaines, valorisables auprès des employeurs. Et donc, on a cette idée que, effectivement, cette industrialisation, cette mécanisation des certificats peut être rentable. Dans la même logique, vous avez, par exemple, des auto-formations dans tout le domaine informatique, avec des certificats à la clé. Par exemple, je pense à Google Analytics. Google Analytics, vous pouvez faire une formation en ligne qui est gratuite, mais là, l'intérêt pour Google, c'est d'avoir une communauté qui va ensuite utiliser l'outil Google Analytics et le promouvoir dans son entreprise. Donc, massification. Alors, les modèles basés sur la sélection des apprenants, on en a parlé un peu plus haut. Hein, donc, ici, l'enjeu, c'est évidemment qu'à travers les tests, à travers l'observation des étudiants en cours, eh bien, on puisse effectivement sélectionner les meilleurs et proposer des bases de recrutement aux employeurs. Donc, les talents, surtout sur l'enseignement supérieur. Donc là, il y a tout un tas d'articles sur la guerre des talents qui passent par les MOOC. Je vous laisserai découvrir ça parce que là, je vois que je suis en train de dépasser largement mon temps. Dans des métiers très spécifiques, là, par exemple, chez Eurotunnel, il y a des opérateurs de raffinerie, des métiers très, très spécifiques. On a aussi ce genre de phénomène où à la fois, on crée une première formation en ligne qui va être présélectionnée, on embauche et on poursuit la formation. Alors, il y a également des logiques win-win aux États-Unis notamment, hein, avec des grosses associations entre les plateformes et les universités. Les universités étant garants de l'image, des certificats, etc., et les plateformes de l'expertise technique. Donc, il y a comme ça une association qu'on retrouve avec les grands majeurs qu'on connaît, Coursera, edX, etc. Alors, les quelques cas, bon, là,
on va vraiment les passer très très vite parce qu'on les connaît assez bien. Là, on a posé un peu la typologie. Mais donc tout ça, il faut l'inscrire, me semble-t-il, dans une perspective de cette notion de plateformisation, hein, qu'on observe dans tout un tas de secteurs, et c'est ça qui est en jeu. Et ces grandes plateformes que je viens de présenter que je viens de passer en subliminal juste avant, ici, là, sont vraiment des plateformes qui ont beaucoup investi, pas gagné forcément beaucoup d'argent, mais qui se sont installées durablement comme étant des plateformes incontournables pour l'avenir. Coursera, donc on a parlé des DEX. Et alors après, je vous inviterai à découvrir, là je voudrais quand même rendre un petit hommage dans tout ce que j'ai découvert, il y a un travail, alors évidemment en tant qu'enseignant-chercheur, on est toujours content, mais là je me suis appuyé sur un travail des étudiants de l'école des mines, que je vous invite vraiment à découvrir parce que c'est un travail de très très bonne qualité, dans lequel on a des fiches techniques qui sont juste derrière, vous voyez, avec toutes un petit peu les plateformes qui existent au niveau européen, qu'on connaît beaucoup moins, mais chaque marché national finalement a sa propre vedette. Donc nous, on a Fun en France, par exemple, qui est peut-être quelque chose que vous utilisez ou vous connaissez. Donc ici, avec le modèle un petit peu des interactions des acteurs, hein, qui s'organisent autour de ces MOOC. D'autres grandes plateformes européennes, le cas Coursera, hein, qui est archi présenté, débattu, et donc dominant, hein, c'est autant de publicité. Le cas edX, qui est un peu plus à développer, et puis alors des universités américaines, hein, qui, c'est le modèle un peu que je développais tout à l'heure de starification, hein, avec ces sites et ces MOOC experts. Ici, on a un site là, qui a battu tous les records, avec une anthropologue qui parle des dinosaures, hein, vous voyez, donc elle crée des vidéos, elle crée des sujets extrêmement dynamiques. On est entre le divertissement et le savoir, c'est très très bien construit, et ça devient un apprentissage de jeu qui fait des milliers et des milliers de vues. Donc voilà pour les universités américaines. Donc là, un petit graphique sur les motivations affichées par les établissements, une petite enquête que vous regarderez avec quelques distinctions entre les universités privées et publiques. Hein, donc à la fois étendre l'accessibilité, construire et maintenir la marque, etc. Voilà. Alors, je voulais finir par un tout petit exemple aussi dans ce qui se fait. Il y a des choses qui se font au niveau des branches. Là, c'est un exemple de CNFPT, hein, sur toute la formation des collectivités territoriales, où là, je vous invite, hein, ils ont un wiki territorial, ils ont des réunions d'échange de pratiques, et ils ont investi vraiment depuis fort longtemps pour que les dizaines les centaines et les milliers de formateurs qu'ils ont dans tous les territoires puissent progressivement, hein, s'acculturer et échanger les pratiques, etc. C'est vraiment, me semble-t-il, une très belle dynamique sur un secteur dans lequel on n'attendrait pas forcément des bouleversements majeurs. Donc, ils sont pas dans une logique révolutionnaire, mais plutôt évolutive, et c'est très bien fait. Voilà, donc là, j'ai des annexes pour aller chercher des sources à la fois bibliographiques et des experts. Et donc, on va finir avec Sabine ensemble pour introduire le débat sur quelques questions. Je crois qu'on peut introduire aussi immédiatement le débat par la question d'Hélène, parce que Hélène nous demande si un business model universel émergent au niveau public et privé. Je ne crois pas aujourd'hui, parce que pour qu'il y ait un business model universel émergent, il faudrait de la valeur pour toutes les parties prenantes, mais je te laisse rebondir là-dessus. Oui, la logique, c'est comment est-ce qu'on arrive à verrouiller une partie du système ouvert. Donc, verrouiller une partie du système ouvert, c'est notamment par les certificats. Aujourd'hui, c'est vrai que donc on voit plutôt non pas un seul business model, mais plutôt la combinaison, hein, un mix de plusieurs sources de revenus sur une marque forte. Mais c'est vrai que la notion du verrouillage des certificats, c'est quand même un enjeu fort. C'est la même chose pour les universités. Quand on réfléchit un peu, les écoles et les universités, c'est les diplômes. Hein, c'est punir les diplômes qui fait effectivement la reconnaissance, la puissance
de ces universités. Donc là, on voit le travail, enfin, il y a de la reconnaissance biométrique, il faut voir les investissements colossaux technologiques qui sont faits pour faire en sorte que les certificats prennent de la valeur. Alors, je pense qu'il y a plusieurs aussi questions derrière, parce que quand tu parlais tout à l'heure du rapprochement avec les jeux de rôle, les MMORPG, ça m'a fait penser aussi un peu au farmer chinois. Le personnage du farmer chinois, c'est carrément un métier aujourd'hui dans tout ce qui est les MMORPG. Ce sont des gens qui se sont fait un métier pour collecter des objets qui revendent dans la vie réelle aux joueurs. Donc, tu as toute une économie parallèle. Donc, la question est, on comprend pourquoi il y a des gros investissements sur la biométrie ou autre, parce qu'il pourrait y avoir toute une économie parallèle sur le hacking de certificats. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors par contre, là, on aborde aussi, quand on parle de business model où il devrait y avoir de la valeur pour tous les acteurs, c'est le piège de la gratuité qui est évoqué aussi. C'est Coursera, par exemple, si je ne m'abuse, c'est plutôt une logique complètement Creative Commons. Les professeurs déposent et il n'y a pas de rémunération, entre guillemets, en dehors des aspects de certification. Oui, alors ce point-là, il est fort inquiétant actuellement. Bon, après, on laissera peut-être réagir là sur le fil. Gémile, si tu vois des questions sur le fil, n'hésite pas à faire venir les personnes sur la plateforme. Je sais qu'il y a un petit décalage de temps. Marion nous donne une question. Si les certificats issus de MOOC sont délivrés à un très large public, or vous avez dit, et je partage, rareté égale valeur, quelle valeur à long terme de ces certificats auprès des employeurs ? Alors, non, en fait, potentiellement, ils peuvent être délivrés à un grand nombre. Potentiellement, ils peuvent être délivrés à un grand nombre. Et effectivement, tous ces organismes essayent de faire en sorte. Mais à partir du moment où, je veux dire, dans une première période, tous les MOOC ont été gratuits, ont été très, très gratuits, très, très ouverts. La question aujourd'hui, c'est à partir du moment où on met en place des certificats, on s'aperçoit que eh bien, les personnes ne vont pas, vont suivre une partie du cours. Si vous avez une partie qui devient payante, eh bien à ce moment-là, la personne va se déconnecter, elle va rester sur le gratuit. Et finalement, sur, je ne sais pas, peut-être 1000 personnes qui seraient intéressées par un MOOC, on va s'apercevoir que peut-être une dizaine ou une quinzaine vont aller jusqu'à payer sur les modules et avoir le certificat particulier, ou à demander un certificat payant pour indiquer qu'il a bien suivi la formation. Donc ça évidemment, ça va sélectionner beaucoup plus, et on n'est plus, on continue à avoir une promesse effectivement de certificat. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment dans une certaine rareté des certificats. Ça marche. Aujourd'hui, oui, j'entends votre réponse et je la comprends. Néanmoins, à plus long terme, on pourrait espérer justement que ces MOOC touchent un plus large public, que de plus en plus de personnes souhaitent apprendre et se former sur de tels outils. Et du coup, il y a plus de rareté. À terme, à très long terme, on peut espérer qu'il n'y ait plus de rareté. Et du coup, quelle valeur pour les employeurs? Puisque si tout le monde a le même certificat, qu'est-ce qu'il vaut? Oui, alors là la valeur, si on compare avec le monde réel, elle est quand même créée par tout un écosystème. C'est-à-dire que les certificats, ils s'empilent. Vous avez des niveaux de diplôme avec des degrés de plus en plus difficiles. Donc, avec évidemment, de nouveau, c'est un peu comme dans le monde réel, plus vous avez des degrés élevés, des certificats élevés, plus vous pouvez prétendre à des salaires élevés parce que, évidemment, ces certificats. Et vous avez également la marque, c'est-à-dire qu'un diplôme universitaire de telle université ou de telle école. Donc là, on a à peu près le parallèle qui se met en place. Et puis, la rareté, elle va se faire, me semble-t-il aussi, parce que c'est ce qu'on discutait un peu avec Gémile juste avant de démarrer, c'est que on va quand même avoir des gros faiseurs qui vont chasser, qui vont éliminer les petites écoles de façon beaucoup plus massive. À partir du moment où on a une reconnaissance par les employeurs de certains cours, même de certains professeurs, etc., on peut imaginer comment vont faire les autres pour arriver à avoir leur place. Donc il va y avoir un marché qui va être à peu près selon la même logique, mais beaucoup plus mondialisé, beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, en tant que prof de gestion en France, c'est déjà un peu le cas dans ma carrière, mais vraiment mon concurrent direct, ça va devenir un professeur, un éminent professeur américain, etc. Donc, effectivement, à mon avis, ça va. Il y a aussi une question qui se pose sur la marque.
Parce que la marque, lorsque je m'inscris au MIT, que je paye mes 50 000 dollars et que je me retrouve avec mes happy few de collègues qui payent les 50 000 dollars, on se fréquente, on se crée un réseau, on a un réseau avec les profs, on a un lien particulier. Quand on se retrouve à rechercher du boulot, c'est voilà. Et est-ce que ça continue d'exister lorsque tout le monde est à distance? Est-ce que la marque, elle n'est pas en train de se dévaloriser? En même temps, je pense qu'il faut faire aussi attention à une chose. C'est pas parce qu'il y a des certifications auxquelles tout le monde peut postuler que tout le monde va les avoir. Je pense qu'aussi il faut faire attention à ça parce que la rareté, il y a encore une question de capacité, il y a encore aussi une question de filtre à l'entrée. Donc il y a tous ces aspects de problématiques d'évaluation qui sont effectivement à prendre en compte très au sérieux. Donc c'est pas parce qu'il y a la possibilité de postuler, de suivre ces formations et parce que la formation est payante et qu'il y a un certificat, que ces certificats tout le monde peut y aller, que tout le monde va les avoir après. Peut-être y a-t-il d'autres questions ou des expériences, hein, des collègues qui peut-être ont participé à des MOOC ou... Ah, il y a une question de Jean. Jean Potage, est-ce que, Jamil, tu peux faire passer Jean? Je l'ai invité, là. Ça met quelques secondes. D'accord. Oui, il y a aussi une autre chose, effectivement, il ne s'agit pas de mettre des choses à distance, il s'agit aussi d'avoir une véritable pédagogie sur l'enseignement et comment il est délivré. Je pense que c'est peut-être que la question de Jean, ce que je vois sur le chat qui apparaît, c'est effectivement la problématique pédagogique elle-même, les soft skills, parce qu'on parle beaucoup aussi, on parle beaucoup d'enseignement à distance. Bon, il y a des choses qui passent mieux. On avait évoqué dans une discussion d'aparté au début avec Jean-là la posture de Sherpa. Sur certaines choses un peu difficiles, il y a encore besoin de Sherpa. Tout n'est pas purement mécanique et on ne peut pas se contenter uniquement de choses à distance des fois. Jean? Oui, bonjour. La remarque que je voulais faire, c'est que effectivement, bon, il y a un effet MOOC et tout ce qui va avec. En gros, cette espèce d'effet de massification. Le deuxième point important, avant d'en venir à mon questionnement, c'est effectivement cette histoire de plateformisation qui me paraît quasiment inéluctable, laquelle va engendrer des business models qui vont avec cette plateformisation. On le voit d'ailleurs sur d'autres métiers comme tout ce qui est ingénierie, par exemple, ou dans les achats que je connais bien. Je suis en train d'écrire un article là-dessus. La plateformisation et l'ubérisation des acheteurs, c'est pas pour demain, elle est déjà là, avec des plateformes type Amazon Business. Alors, maintenant, ma remarque, c'est que l'enseignement à distance, pour le moment, il est finalement très peu développé du fait de l'absence d'un véritable génie pédagogique. Je ne sais pas, enfin, quitte à créer le terme. On a l'industrie du logiciel, par exemple, comme je l'ai vécu dans l'industrie, c'était balbutiant dans les années 80-90, et il a fallu créer le génie logiciel. Et des boîtes comme Thales, on a dû former des ingénieurs en développement logiciel parce qu'il y avait un tel appel d'air par paquet de 1000 en créant nous-mêmes un campus, etc. Alors, j'ai l'impression, enfin, ça n'est qu'une impression, que dans l'enseignement numérique, et en écho avec le séminaire d'hier, on n'est qu'au tout début, au balbutiement, avec un technology readiness level du génie, donc du génie pédagogique quasiment voisin de zéro, à savoir, c'est pas la transposition des kilotonnes de PowerPoint qu'il y a dans les disques durs et à les déverser à coups de MOOC. Il y a un deuxième problème qui est l'asymétrie, c'est-à-dire que l'engagement des étudiants, et ça c'est apparu aussi dans le questionnaire d'hier, il est quasiment voisin de zéro, c'est-à-dire place inversée, pédagogie inversée. Les étudiants ne sont pas prêts, ils sont passifs, c'est des dipôles passifs, ce n'est pas des dipôles actifs. Donc, il y a toute une ingénierie à développer. Alors, j'ai été un peu long pour dire quoi? Pour dire que j'ai l'impression qu'il y a tout un investissement en pédagogie en question, sur la pédagogie en question, à faire, à développer, à faire basculer tout ce qui était top-down, depuis le professeur vers des élèves plus ou moins passifs,
renverser la commode et faire du bottom-up aussi pendant les cours. Tout cet investissement-là, il n'est pas fait, il est à faire. Qui est-ce qui va le payer? Du coup, la question du ROI va surgir dès les premiers investissements. Et ça questionne, selon moi, beaucoup la problématique des business models. Sinon, le risque, c'est que par effet de, comment dirais-je, de copier-coller, c'est de faire du grande échelle, ce que permet de faire Internet, du grande échelle du modèle pédagogique actuel, qui n'est pas le bon, et l'enquête d'hier l'a montré. Donc, le questionnement, enfin la question que je mets sur la table auprès de tous les sachants là, qui sont sur ce webinaire, c'est ce questionnement sur comment attraper l'investissement financier qui va être considérable sur ce génie pédagogique pour tirer véritablement de la valeur dans l'enseignement à distance. Voilà. Comment relier ça à des vrais business models? Je rajouterais quelque chose que Laurent n'a pas l'air de vouloir dire, mais qui est super important, c'est qu'on va passer d'un modèle économique et d'un modèle comptable où les établissements avaient des frais de fonctionnement, et là, ils doivent passer à un fonctionnement sur des investissements et sur de la gestion d'actifs immatériels. Et ils ne sont pas prêts du tout, les établissements, à franchir ce cap. Complètement. Je vais me permettre aussi de rajouter une chose, parce que tu parles de l'ingénierie du logiciel, l'ingénierie de qualité, et du coup, ça me fait penser à deux choses dans ce qui a été dit. Il y a à la fois la qualité du contenu de la forme, c'est-à-dire comment on met les vidéos, comment on découpe les cours, comment on fait tout ça, mais il y a aussi la problématique de qualité du contenu, et on a deux choses qui sont totalement divergentes. Si tu veux approfondir, tu peux pas forcément faire des petites vidéos comme ça. Et tu l'as dit, on a aussi la problématique des étudiants qui ne sont pas forcément engagés, qui sont consommateurs et qui sont consommateurs de choses animées, vidéos, ludiques. Et donc, comment tu fais avec ça, comment tu traites des points d'acquisition de compétences qui demandent un réel effort? Voilà, tout à fait. Et c'est ce que j'appelle les dipôles passifs. Enfin, les quelques dizaines d'heures que je viens d'empiler en distanciel m'amènent à cette conclusion. Ils sont toujours autant passifs. Alors, je reviens sur, effectivement, hier, dans le questionnaire synthétisé, enfin, les réponses au questionnaire telles que Laurent nous les a présentées, en gros, il apparaissait que finalement, les profs, dixit les étudiants, hein, les profs ne sont pas au niveau des outils numériques. Donc, les papis, bougez-vous. Monsieur, c'est là qu'il faut appuyer pour que ça marche. OK. En revanche, moi, je peux dire que les étudiants sont complètement passifs, de chez passifs. On peut toujours leur dire de potasser un truc avant, de regarder, même des vidéos d'ailleurs. Ils ne regardent rien du tout et ils arrivent les mains dans les poches dans les cours. Il y a une espèce aujourd'hui de rupture à faire pour inverser la vapeur et avoir un engagement actif des étudiants. Donc ça, c'est un changement culturel qui induit directement, disons, les business models aussi. Ça me paraît assez évident, cette affaire-là. Et comment renverser la vapeur, ça, je ne sais pas. Peut-être inviter Cédric à se prononcer, là. Donc, j'ai donné la main à Cédric, ça devrait arriver. Oui, en attendant, c'est vrai que par rapport à ton génie MOOC, là, c'est vrai que moi, ce que j'observe, c'est que depuis 10 ans, on a des individus qui se sont, notamment dans l'université, beaucoup, hein, des individus qui se sont saisis de ces problèmes pédagogiques, qui les ont transformés en problèmes de recherche, d'ingénierie pédagogique, et qui ont immédiatement ou quasiment immédiatement été captés par des logiques privées, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est assez précieux dans ces moments de développement, et on manque effectivement de... C'est pour ça aussi que je voulais mettre en avant l'exemple du CNFPT, parce que je pense que, à leur petite vitesse, ils prennent le problème à l'endroit, c'est-à-dire d'abord faire beaucoup de maïeutique avec les enseignants, leur montrer tout un tas d'outils différents, faire des échanges de pratiques, etc. Et petit à petit faire monter tout le monde en même temps sur ces questions d'enjeux de transformation pédagogique. Cédric. Bonjour. Non, juste, je voulais compléter. J'ai découvert qu'il y avait maintenant des plateformes qui proposaient à des profs de poser leurs cours en ligne et d'être rémunérés en fonction du nombre d'utilisations
et de la visualisation de ces formations. Je ne sais pas si vous l'avez intégré dans ces plateformes. J'arrive pas à retrouver, j'étais en train de chercher le nom de ces plateformes, mais il y en a plusieurs comme ça qui nous proposent, même d'ailleurs avec tout un suivi pédagogique pour que nos formations soient le mieux possible. Et après, vous avez un ensemble de cours qui sont disponibles et qui sont payants, que la plateforme se charge de commercialiser. C'est un peu le modèle de YouTube. On peut être rémunéré à partir d'un certain nombre de vues sur YouTube. Et puis par ailleurs, on voit un modèle qui est apparu sur LinkedIn, qui est que il faut payer le premium pour avoir accès à, ils attendent d'avoir 12 000 cours disponibles. Et donc, effectivement, là, les gens qui mettent en ligne leurs cours touchent une rémunération puisqu'il y a un partage de valeur entre la plateforme et celui qui a fourni la matière première. Oui, mais ça pose un réel problème. C'est-à-dire que si on prend ce modèle-là, c'est les cours qui seront les plus amusants, les vidéos les mieux faites d'un point de vue marketing qui attireront forcément le plus grand nombre d'étudiants et donc on tirera vers le bas et les choses qui essayent de faire progresser et qui sont des acquisitions de connaissances complexes, elles vont faire quoi? Elles vont être traitées où? Moi, je ne défends pas du tout ce modèle-là. Non, je pose la question. Je dis simplement que c'est une façon de partager pour répondre à ce qui venait d'être dit. Bon, tout à l'heure, Jamil m'a tendu la perche. Effectivement, il y a des choses auxquelles on ne pense pas immédiatement. Mais à partir du moment où il y a de très gros investissements, on pénètre dans un monde qui ressemble étrangement aux jeux vidéo ou au petit budget de films de cinéma. Donc, on voit effectivement, avec le camembert qu'a présenté Jean-Lin, une grande spécialisation des acteurs et des masses d'argent considérables. Et donc, ça fait penser tout à fait à de la R&D dans l'industrie. C'est une pratique qu'on connaît bien dans toutes les industries high-tech où il y a des gros investissements pour mettre au point les produits. Et cette recherche est considérée comme un actif immatériel. Ça ne rentre pas dans la comptabilité officielle, mais les entreprises, bien entendu, en font un inventaire soigneux. Et c'est développer toute une modélisation économique entre ceux qui vont participer à la recherche, notamment dans le co-développement. Ça crée un nouveau modèle économique qui va de celui qui fait le boulot est rémunéré par celui qui va en profiter, mais il n'a aucune propriété intellectuelle, jusqu'à celui qui fait le boulot préfinance l'ensemble et va se rémunérer par des royalties et des licences. Et entre les deux, il y a une multitude il y a au moins 4, 5, 6, 7 modèles différents où il y a un équilibre à trouver entre la rémunération et le risque. Par exemple, d'avoir un surcoût qui est l'amortissement de l'investissement initial sur temps de diffusion, en prenant une hypothèse de combien va utiliser le produit. Donc ça, je pense qu'il faut y penser. Les modèles du cinéma, les modèles du jeu, tout ça, ce sont des modèles relativement inspirants. Mais ce que disait Jamil, par exemple, pour l'enseignement public, il y a des petits problèmes purement administratifs qui surgissent immédiatement parce qu'on ne sait pas vraiment gérer des actifs immatériels, on ne sait pas forcément acheter des prestations intellectuelles qu'il va falloir acheter. C'est pas vraiment aujourd'hui dans les grandes compétences des acheteurs publics, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont devoir se mettre en place, mais il y a de l'inspiration qu'on peut capter dans d'autres secteurs. Dans ce que vous dites, il y a une chose qui me frappe, c'est que vous voyez deux acteurs, par exemple un producteur de connaissances qui est là et puis qui négocie avec la plateforme d'une façon ou d'une autre, mais on ne regarde pas le groupe complet d'enseignants. Si à l'ensemble des enseignants, je propose l'accès grâce aux outils numériques à une grande population, les meilleurs d'entre eux, les plus dynamiques, les plus à la pointe, vont trouver une façon d'équilibrer, d'avoir un retour sur leur travail. Mais par contre, les autres, une fois qu'il y aura de très bons cours faits par des cadres extrêmement bons dans un domaine précis, eh bien les 75 000 profs qui enseignent ce même domaine, ils vont se retrouver à faire quoi? À faire du coaching, peut-être, autour du CADOR, qui fera la ressource, une des ressources. Vous dirigez au service du CADOR pour une partie de l'enseignement, mais ils sont effectivement dépossédés de leur métier, de leur gagne-pain. C'est une évolution radicale qui nous attend l'an prochain.
Jamil, je crois qu'il y a commence à avoir des gens qui sortent. Oui. Donc, Et puis, il va falloir penser à l'heure. Et Marion a une question de Jamil, puisque je la vois, donc j'étais en train d'y répondre un peu sur le chat, mais je pense qu'on peut y répondre directement. Ce sera la dernière intervention. Alors, je vais juste dire une chose, puis je vais la laisser exprimer, parce que sa question, c'est si un prof peut poser si c'est court, parce qu'on parlait des plateformes de vente, quelle assurance peut-on avoir sur la qualité du cours? Et je pense qu'on a deux gros problèmes, parce qu'il y a une réforme de la formation professionnelle qui est plus sur la qualité du processus de formation, mais qui ne peut pas traiter du tout la qualité du contenu. Donc, je laisse Marion s'exprimer. Voilà, vous avez parfaitement résumé ma question, Sabine. C'est comment est-ce qu'on gère justement à travers ces MOOC la qualité et la pertinence du contenu de la formation? Puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, faire des jolies images, faire des jolis films, faire des choses très ludiques, très belles, quand on a les compétences, c'est pas si difficile que ça. Maintenant, mettre un contenu qui est pertinent derrière, ça, c'est une autre qualité, une autre compétence qui n'est pas donnée à tout le monde, loin de là. Et comment est-ce que justement on va juger de la qualité d'un cours qui est disponible et accessible à tous? Bien, merci Marion. Je propose qu'on s'arrête là, puisqu'on essaie de tenir les horaires, on a déjà débordé. Comment s'inscrit ce webinaire dans le futur, dans le type de relation qu'on veut installer avec une communauté? Ce qu'on vous propose, nous avons beaucoup réfléchi sur un certain nombre de domaines, c'est de vous diffuser une liste de webinaires réguliers, cyclés, et en proposant des thèmes qui constitueraient le thème principal de l'heure, mais on pourrait au cours de ces webinaires accueillir des questions diverses et variées pour voir un petit peu la communauté qui discute autour de ces thèmes-là, de quoi on aimerait parler, à propos de quoi. Donc ça pourrait être un lieu de rencontre virtuel qu'on souhaiterait développer sur la base d'une régularité. Je ne sais pas si une fois par mois c'est un peu léger, une fois tous les 15 jours peut-être ça serait le bon rythme. On va réfléchir et revenir vous faire une proposition. Et puis on vous demandera aussi, parce que c'est dans la logique des associations et qu'on en a besoin pour financer les quelques frais que ça représente cette organisation, on vous demandera d'adhérer à notre association, mais ça sera une proposition qu'on vous fera. Je vous remercie toutes et tous. Et je vous dis à bientôt. Vous allez disposer de l'enregistrement de ce webinaire, du document qui a été préparé, et vous pourrez aussi bénéficier sur demande de l'enregistrement du webinaire d'hier, qui était la présentation des résultats de l'enquête côté étudiant, avec un autre point de vue. Donc, voilà. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.